consommation d'énergie pour nos sociétés et nos économies. Donc, on peut voir ça donc, sous différents angles, surtout aussi parce que nous avons vu l'année passée que quand même les marchés interconnectés et cette plaque de cuivre qu'est l'Europe a sauvé nos pays et nos économies plusieurs fois des blackouts. J'aimerais bien vous montrer quelque chose, je pense les collègues dans la technique, voilà. Parfait, merci beaucoup. Va me permettre de partager ce graphique avec vous. Donc, ce que nous voyons ici, c'est un diagramme de type Sankey où nous voyons le mix énergétique aujourd'hui, parce que nous sommes là pour parler transition énergétique, pas de transition électrique. Donc, si nous pensons souvent, si nous parlons de transition énergétique à une éolienne, il ne faut pas oublier qu'on parle de la transformation totale de notre système énergétique pour la décarbonation, et je pense aussi ce qui est nécessaire donc de parler de sa résistance, de la sécurité d'approvisionnement. Donc ce que nous voyons ici en haut, tout pour vous, donc tout à gauche, c'est surtout l'électricité qui est en primaire, avec une grande bande rouge rose pour la France qui est le nucléaire. Et en bas, on voit donc cette deuxième vague, cette deuxième bande en bleu foncé, en turquoise. Ça, ce sont les importations fossiles. C'est un peu trompeur de commencer par ce bout, parce que si nous passons plutôt vers le milieu du diagramme, nous voyons qu'il y a quand même pas mal de pertes d'autoconsommation durant la génération de l'électricité. Et aujourd'hui, l'électricité compte uniquement en France pour 25% de l'énergie consommée. Donc, et ça, c'était aussi quelque chose que Thierry Lepers a mis en avant durant la préparation. Nous ne vivons pas dans une société électrique, nous vivons toujours à l'âge du pétrole. On veut changer ça, bien sûr, pour décarboner notre mix énergétique, mais aussi peut-être pour réduire notre dépendance de régions et de personnes dont on n'aimerait pas trop dépendre dans l'avenir. Nous avons vu l'année passée que c'est parfois un peu compliqué. Donc, comment reprendre la main par le biais de la transition énergétique? L'Agence internationale de l'énergie nous dit que d'ici 2050, les mix énergétiques dans les pays de l'OECD seront donc à 50% électriques. Ça veut dire qu'on aura besoin de beaucoup plus de génération et il faut voir bien sûr aussi par la suite comment nous allons consommer dans l'avenir pour devenir plus efficaces. Le triangle cible de la politique énergétique a 3 dimensions, ou 3 pôles plutôt: la sécurité, la décarbonation et le prix. Et il faut trouver dans ce processus la bonne équation pour permettre aussi, bien sûr, à nos sociétés, à nos industries, d'avoir des conditions stables pour maintenir une compétitivité par rapport aux concurrents internationaux qui vont pas nécessairement avoir les mêmes contraintes au niveau de l'engagement de leur gouvernement, surtout si on regarde vers la Chine, par exemple. Une dernière chose avant de commencer, en révisant avec mon fils lundi dernier pour une interro de physique en 6e, donc il a passé aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé. Je suis tombé sur la définition suivante: l'énergie est la capacité de créer des transformations. Et si je pense à notre panel aujourd'hui, c'est donc en transformant notre énergie que nous peuvent donc envisager également de transformer nos sociétés. Et pendant que nous parlons ici, bien sûr, certains sont déjà passés à la tâche et je suis ravi d'avoir aujourd'hui 3 experts avec nous. À distance, je pense, depuis Manchester. Je ne sais pas comment on peut faire pour le voir sur l'écran.
Je vous présente Stefano Buono de Nucleo, une entreprise qui se consacre aux SMR, donc aux Small and Medium-Sized Reactors, dont on a entendu beaucoup parler et qui nous rejoint donc à distance. Merci beaucoup. Je salue également Pierre-Emmanuel Martin, aujourd'hui ici, avec sa casquette du président de Carbone, fabricant de modules photovoltaïques français, et Thierry Lepercq, qui a également pas mal de casquettes aujourd'hui, ici comme fondateur et président de Hydeal, une plateforme qui regroupe des entreprises autour du sujet et de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup à vous, cher public, d'être avec nous. Nous allons garder à la fin de la conférence peut-être un quart d'heure pour un peu d'interaction. Donc si vous entendez quelque chose que vous trouvez intéressant, quelque chose qui vous interpelle, n'oubliez pas vos questions. Vous allez avoir l'opportunité de les poser vers la fin de la table ronde. Donc peut-être pour commencer, je vous propose de vous présenter aussi vos activités, ce que vous faites aujourd'hui dans vos entreprises et comment vous situez ça dans le contexte de cette table ronde, donc la souveraineté énergétique. C'est dans le titre de la conférence expliqué un peu comme ça fait penser au Da Vinci Code. On veut rester sur un niveau peut-être plus factuel. Et voilà, peut-être Stefano, vous pouvez commencer à nous présenter en quelques mots vos activités. Oui, bonjour. Je suis Stefano Buono. Donc, on construit des réacteurs nucléaires de 4e génération avec notre entreprise. C'est une entreprise assez jeune, mais qui a ses racines très loin dans le temps. On a commencé à travailler sur une technologie de réacteurs rapides, mais en utilisant le plomb comme fluide caloporteur au lieu du sodium. Et cela nous réouvre la porte au multirecyclage. Donc, si on touche l'argument du multirecyclage, on touche aussi celui de la souveraineté et l'indépendance énergétique. Parce que l'idée, c'est de réutiliser c'est ce qui est considéré des déchets radioactifs aujourd'hui, le plutonium et les actinides, l'uranium appauvri qui vient de l'industrie nucléaire traditionnelle, dont en France, on en a vraiment beaucoup. Un chercheur français avait calculé qu'on aurait 2000 années d'énergie gratuite pour toute la France si on utilisait juste le matériel qui est aujourd'hui sur le territoire français. Donc, pas besoin de mines, pas besoin d'amener des nouveaux produits. On peut réutiliser les produits radioactifs de l'industrie traditionnelle plusieurs fois. C'était déjà les plans de la France à l'époque du développement des réacteurs à neutrons rapides, superphénix au sodium, etc. Aujourd'hui, on a un dessin qui est potentiellement différent parce qu'il est petit et potentiellement beaucoup moins cher de ce qui était la filière au sodium. Donc, on propose des machines plus petites de 200 MW électriques pour la production d'électricité et même des machines toutes petites de 30 MW électriques, vraiment compactes, 3 mètres de diamètre pour 5 mètres de hauteur, qui peuvent avoir des applications industrielles très intéressantes, de la cogénération, ou bien être des moteurs de navires. Donc, c'est une technologie dans laquelle la France a beaucoup de know-how, parce que, en fait, le combustible qu'on utilise, c'est du MOX. C'est donc un combustible qu'on connaît très bien, on fabrique en France, toujours, pour les réacteurs, même pour les réacteurs à eau. Et la technologie du neutron rapide qui a été développée pendant des dizaines d'années en France. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, c'est une énergie décarbonisée, moins chère et qui réutilise totalement ses déchets, y compris les plombs qui peuvent être utilisés de la filière de recyclage des batteries en plomb. Donc, vraiment une économie circulaire appliquée au nucléaire. Merci beaucoup.
Pierre-Emmanuel Martin, combien d'années d'énergie avez-vous avec vos panneaux? Bonjour. Alors effectivement, on est producteur, enfin on n'est pas encore producteur, on est une start-up industrielle, une société industrielle carbone qu'on a créée récemment, le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ça, c'est pas Vladimir Poutine qui nous a fait un cadeau. Enfin, il nous a fait notre pub, puisque le jour où on l'a lancé, il y a eu cette invasion. Et effectivement, on a mis à l'ordre du jour dans un espace qui est l'espace économique européen, plutôt très libéral, on va dire, et très... les forces du marché permettent d'atteindre un équilibre. Nous allons en parler. J'espère qu'on va en parler. Et là, tout d'un coup, on s'est réveillé avec un gaz qui vient exclusivement ou quasiment de Russie, avec on va dire un dirigeant qui n'a pas la rationalité des autres dirigeants et donc qui a pu, ce qu'on ne pensait pas être possible, nous a mis à l'amende et on s'est retrouvé avec du gaz américain, nos alliés, peut-être pas nos amis. Et on a connu une déstabilisation du système électrique qui était déjà sous-jacente, hein, puisque le manque d'hydraulicité et la grippe nucléaire, comme on l'appelle en Europe, avait déjà mis le système sous tension et on s'est retrouvé avec de l'énergie extrêmement chère. Et là, je dirais, alors là, je dois saluer, parce que là, j'ai à côté de moi un maître, puisque j'ai commencé le solaire pratiquement quand le solaire direct était au top, et Thierry Lepère qui avait une vision. Et vous travailliez à l'époque avec la Sorégie, me semble-t-il, et vous étiez le seul, dans la nuit noire du moratoire, à nous expliquer qu'à un moment donné, l'espoir est au bout, c'est que le coût du solaire serait moins cher que le coût du marché, le prix de marché de l'électricité. Et à l'époque, vos projections n'étaient pas tout à fait justes, puisqu'on était aux alentours de 160, 170 euros du mégawattheure, ce qui est le prix du marché aujourd'hui. Mais le prix du solaire aujourd'hui est plutôt à 50, 60. Donc peut-être que la production d'énergie, enfin nous on est modeste, on sait qu'il n'y aura jamais d'énergie solaire, d'électricité solaire la nuit. Donc la question, si on revient à l'action de l'indépendance, je dirais plutôt de quelle dépendance ou interdépendance sommes-nous liés? Nous, le solaire, on n'a pas la prétention à tout faire, ni à dire qu'on rase gratis jusqu'à la fin des temps. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est l'énergie la plus compétitive, que la disponibilité de la ressource, elle ne durera qu'un temps, à peu près 5 milliards d'années, hein, le temps que le Soleil disparaisse. Mais en tout cas, ça nous laisse quand même pas mal de temps pour faire des choses. Et ce que l'on sait aussi, c'est que modestement et tranquillement, un peu partout dans le monde, des gens travaillent, des chercheurs, des ingénieurs, voilà, qui n'ont pas été toujours très bien aidés, soutenus, parce que c'est une énergie décentralisée, les systèmes électriques sont principalement centralisés, mais qui en fait ont collectivement, et aussi grâce à la Chine, il faut le dire, réussi à atteindre... le Graal est là, hein, c'est l'énergie solaire, qui est quand même l'énergie la moins chère, mais qui a besoin de compléments. Donc, et c'est ça les dépendances et les interdépendances, si on doit en parler, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On a fait notre part, et là où on en revient finalement, c'est qu'on se dit aussi que bon, Vladimir Poutine a sa propre rationalité. On a un autre espace qui domine le solaire, qui est la Chine. 97% du polysilicium est acheté en Chine, 85% des cellules sont fabriquées là-bas, et qu'il n'aura échappé à personne que ce grand pays, cette grande civilisation, est politiquement peut-être pas totalement en accord avec les valeurs qui fondent l'Europe, sur la liberté de circulation, la liberté individuelle, etc. Et qui fait que ça peut devenir à un moment donné notre ennemi, un espace qui est clairement contre nous. Et donc, comment sortir de cette dépendance aux panneaux solaires chinois? Et ça, c'est notre réponse, en tout cas, carbone. Et c'est un vrai mouvement de fond, et on doit saluer l'Europe qui est en train de changer, c'est-à-dire qu'elle a été extrêmement libérale pendant 30 ans, et là on voit même des gens qu'on ne pensait pas, Frank Timmermans, Kadri Simons, voilà, qui portent aujourd'hui, et en tout cas il y a un projet de doter l'Europe non pas de l'arme nucléaire, mais du projet solaire, étant entendu qu'il y a encore 15 ans, l'Europe était le foyer mondial industriel du solaire. Donc on l'a perdu par négligence, puis parce que voilà, le panneau solaire chinois est moins cher, et que pour les développeurs que nous étions et que nous sommes toujours, j'ai d'autres sociétés là-dedans, plus intéressant on travaille toujours nos marges, et un panneau solaire moins cher est toujours intéressant. Mais voilà, comment, et c'est cette question-là, on sait qu'on est dépendant, mais comment on réduit les dépendances négatives et on accentue les dépendances positives, les interdépendances bénéfiques. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, Thierry Lepers qui était déjà à moitié introduit, mais donc, quelques mots. Oui, merci Pierre-Emmanuel de nous rappeler que c'est un long chemin. J'étais effectivement intervenu, auditionné par le Sénat en 2011, au moment de la signature, donc il y a 12 ans de ça, à la signature de cet accord avec Sorégie, pour dire que le solaire venait de franchir la barre des 100 € du mégawattheure, donc c'était il y a 12 ans. Cela direct, pour dire deux mots, à une entreprise qui a construit 3 gigawatts dans 15 pays, qui a construit le premier parc solaire en France en 2007, qui a construit le premier parc solaire compétitif en Inde et 1000 gigawatts par la suite dans ce pays qui alimente maintenant 5 millions d'habitants, qui a construit le premier parc solaire compétitif sans aucune subvention merchant au Chili, que j'ai inauguré avec le ministre chilien de l'énergie il y a 10 ans. Et qui a construit un projet de 600 MW, c'était le dernier sous ma responsabilité en 2015, au Mexique à $20 du mégawattheure. $20, c'est-à-dire 95% moins cher que les premiers projets. Donc ça, c'est de l'histoire, mais c'est une histoire qui mérite d'être rappelée et qui mérite effectivement de montrer que l'énergie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais en même temps, c'est des évolutions absolument gigantesques. Solaire Direct a été racheté par Engie en 2015. J'ai rejoint le comité exécutif de ce groupe pendant 3 ans. Et là, j'ai essayé de comprendre plus exactement ce que c'était qu'un système énergétique. Ce qui est beaucoup plus complexe que du solaire d'un côté ou une autre. C'est un système, c'est complexe. Et ce qui est ressorti, je ne vous ferai pas toute l'histoire des réflexions que nous avons menées au comité exécutif d'Engie pendant ces 3 ans jusqu'en 2018. Mais la question, c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut avoir un système, pour reprendre ce que vous citiez, c'est-à-dire un système électrique et énergétique, pas que électrique. Hein. L'électricité, ça n'est qu'en France que 25%, dans le reste du monde, c'est 20% de l'énergie, qui soit sûr, la sécurité d'approvisionnement dans tous ces termes, la sécurité à la fois géopolitique, on va en parler, mais aussi H24, qui soit compétitif, et qui soit décarboné. Donc c'est les trois, le fameux trilemme énergétique. Et c'est pour répondre à cette question que s'est imposé l'hydrogène et qui m'a amené à quitter Engie en 2018 pour créer Ideal. Ideal, c'est 3 choses. C'est d'abord un groupement de 30 entreprises qui sont réunies en 2020. Upstream, midstream, downstream. Alors j'utilise le terme pétrolier. C'est d'ailleurs un terme que j'ai utilisé dans un bouquin que j'ai écrit il y a maintenant quelques années, qui se vend toujours, qui s'appelle Hydrogène Nouveau Pétrole. Pourquoi upstream, midstream, downstream? Parce que c'est très important de comprendre que si on doit remplacer le pétrole, il faut penser comme le monde du pétrole. Je ne vais pas dire que le reste compte pour du beurre, mais les combustibles fossiles, en 1960, c'était 80% du mix énergétique mondial. L'année dernière, c'était 80%. Il n'y a strictement aucune évolution dans la part des combustibles fossiles. Et comme la consommation énergétique a été multipliée par 3 depuis, ça veut dire qu'on consomme aujourd'hui 3 fois plus à l'échelle de la planète, 3 fois plus de pétrole et de gaz qu'on en consommait avant. Donc penser pétrole est un élément essentiel. Et ce qu'on a fait avec Ideal, c'est ça. Donc on a réuni des acteurs de l'amont, de l'upstream, c'est quoi? Alors on parle bien sûr d'hydrogène vert ici, donc de l'électrolyse, du développement d'énergie renouvelable, principalement solaire. Des acteurs du midstream, qui sont très très importants, qui ont été à l'honneur ce matin lors de cette réunion, c'est le transport de gaz. Donc on avait GRT Gaz, mais aussi des acteurs comme Enagas en Espagne ou Snam en Italie. Et des off-takers, comme on dit dans notre jargon, des acheteurs, des utilisateurs de cet hydrogène qui veulent remplacer en fait le pétrole, le gaz et le charbon dans tous leurs usages, dans la sidérurgie, dans la chimie, dans l'énergie, dans les transports. Et Ideal Ambition, c'était le nom, a présenté en 2021 un projet ambitieux, 3,6 millions de tonnes d'hydrogène en 2030. Entre-temps, l'Europe est venue en disant voilà, il faut faire 20 millions de tonnes d'hydrogène en 2030, donc on s'inscrit un peu dans cette logique-là. Le projet a été identifié comme le plus gros projet d'hydrogène vert mondial par l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Et là, on a basculé dans une phase de projet en Espagne avec ArcelorMittal, Fertiberia, qui sont deux gros utilisateurs d'énergie, et un développeur, et Enagas. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, c'est là où la ressource solaire est la plus abondante. Donc l'hydrogène peut être le produit de manière la plus compétitive possible. Et ce projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité depuis 2 ans. Et maintenant, nous arrivons à une phase industrielle. Donc le 3e étage de la fusée, Ideal, c'est quoi? C'est Ideal, développeur et producteur d'hydrogène. Donc pour être précis,
sur le projet Ideal España, c'est une mise en service, un FID, une Final Investment Decision pour 3 milliards d'euros en 2025, une première production d'hydrogène début 2027 pour un projet de 330 000 tonnes. C'est un projet de 9,5 gigawatts de solaire et 7,4 gigawatts d'électrolyseur. Et je terminerai juste pour dire que tout ça, ça n'est que le début, puisque hier, j'étais donc à Rotterdam. Alors, incidemment, le monde de l'hydrogène, qui est quand même une industrie très, très puissante, au moins en termes de réunions et de conférences, il y avait quand même 11 000 personnes à ce sommet de l'hydrogène auquel j'ai assisté hier à Rotterdam et qui se tient encore aujourd'hui. Et nous avons, alors c'est pas encore public, mais nous allons lancer avec la Commission européenne, le gouvernement, un certain nombre de gouvernements d'Afrique du Nord, notamment la Mauritanie et le Maroc, un projet de pipeline qui va connecter ces pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la Mauritanie, qui est un pays grand comme 2 fois la France et qui a la population de Lyon, a signé pour quasiment 100 milliards d'euros de projets avec Total, BP, pour la production d'hydrogène vert à très très grande échelle. Donc voilà, effectivement, l'hydrogène arrive. Et on va pouvoir discuter dans le contexte de la politique française et européenne. Et en tout cas, je suis très heureux d'avoir entendu, parce que cet événement d'il y a 2 jours, il est passé tristement inaperçu. 70 ans quand même, enfin 73 ans en l'occurrence. Il y a 73 ans, effectivement, on lançait la CECA. Et la France et l'Allemagne avaient décidé de mettre en commun leurs ressources énergétiques. Et c'est comme ça qu'on a construit l'Europe. Et on a quand même, on peut en être fier. Certainement. Donc, 3 acteurs qui travaillent dans des domaines critiques. Donc, pour la tâche qui nous attend, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le schéma, la trajectoire, elle est assez raide pour 2050, je pense en France, mais pour l'Europe entière, ambitieuse. Et en même temps, c'est une opération à cœur ouvert, bien sûr, parce que là, si on se loupe, les dégâts peuvent être assez importants. Selon vous, quels sont les points qui méritent là, une attention particulière? Quels sont les freins aussi principaux qu'il faudrait enlever aussi pour concilier peut-être les facteurs microéconomiques avec les objectifs macro, Stefano? Bien, Monsieur Lepers parlait de systèmes énergétiques qui sont complexes. Je pense qu'aujourd'hui, on est un bon exemple, on discute ensemble de toutes les contributions que nous devons donner à ces systèmes énergétiques. Il n'y a pas une seule solution, comme souvent les gens aiment pousser. Toutes les solutions sont importantes. Je crois que dans l'horizon 2050, on doit multiplier par 3 notre production d'électricité. Et je pense que c'est un vrai challenge. Et en plus de ça, bien sûr, il faut éliminer les combustibles fossiles. Donc, c'est un challenge énorme. Je pense que même le marché est énorme. Et je pense que toute forme d'énergie qui peuvent contribuer à la décarbonisation doit être poussée au maximum. Et même si tout le monde va réussir, peut-être on risque de ne pas même pas arriver parce que le besoin est vraiment énorme. Donc, une réelle collaboration, je pense que c'est nécessaire. Une planification énergétique est nécessaire, qu'il y ait une bonne balance de toutes les contributions, les plus efficaces sur certains territoires, vraiment une vision un peu globale de comment, pays par pays, on peut affronter ce challenge énorme. Merci beaucoup. Donc, un mix de solutions. Nous avons vu, je pense en France et aussi en Allemagne, l'année passée, que ça peut être dangereux aussi de trop relier à une seule technologie. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Oui, la question du mix, hein, c'est quand même les énergies renouvelables rendons à César ce qui est à César. C'est quand même nous qui défendons les énergies renouvelables depuis 30 ans, qui l'avons amené parce qu'on connaît nos faiblesses. Enfin, je reviens toujours à cette question de qui dépend-on, de quoi dépend-on, et en tout cas, aucune énergie renouvelable n'a porté en elle la promesse d'une énergie infinie
gratuite et libre, si ce n'est que nous, on part du principe qu'il y a plusieurs énergies de flux assez également réparties, le soleil, l'eau, la biomasse, et qu'en les combinant à des systèmes électriques performants, on pouvait augmenter en tout cas un indice de satisfaction, compétitivité, prix, enfin voilà. Bon. Ça, c'est le point. Si on peut revenir sur, vous dites la question micro dans la question macro, en fait, si nous, évidemment, on n'a pas la réponse à tout, donc moi je ne parlerai pas du transport, je ne parlerai pas des process industriels, ça effectivement, c'est la frontière et les discussions qu'il y a sur l'hydrogène, jusqu'où l'hydrogène peut-elle pénétrer la mobilité, hein, on parle plutôt des gros camions, des gros porteurs, plutôt que des petits, mais enfin bon, on a vu l'aventure d'Opium. Moi je parlerai stricto, enfin, je me limiterai à l'électricité, hein. C'est que donc nous, carbone, on va le rappeler, en fait on répond à une question qui est la dépendance aux panneaux solaires chinois, et qui, il faut le dire, ce sont d'excellents produits, technologiquement très avancés. Ils sont pas chers, mais ils sont pas chers parce qu'ils sont allés très loin dans le process industriel. Ils sont allés très loin dans les volumes, ils sont très loin dans l'intégration. Hein, faire un petit bout de silicium ici, peu de cellules là-bas et du module, ça quand même, ça coûte plus cher. Et donc carbone, on a réfléchi à ça et on s'est dit, plutôt que de se battre et de se dire toujours les Chinois, ou voilà, on a un vrai risque, c'est que le solaire est en train de s'imposer, quels que soient les scénarios. Hein, vous le voyez dans le scénario du RTE, dans un scénario à fond les ballons dans le nucléaire, hein, 14 EPR, rétrofit et extension de la durée de vie de tout le parc, DSMR un peu partout. On n'est qu'à 50% de la production d'électricité dans un contexte où on a aussi poussé à fond la question de la sobriété. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire la boucle, et la boucle, c'est les énergies renouvelables. Et si on regarde ce scénario-là, le solaire est déjà fort. Et il doit évidemment, dans le scénario qui est retenu, hein, x10, l'a dit le président de la République, alors il y a débat, est-ce que c'est 100 gigawatts ou 150, on verra. Mais c'est énorme, c'est x10 par rapport à ce qu'on a installé. Et donc là, on se dit, nous, à Carbone, on va répondre à une équation macro qui est quand même cette dépendance, en disant qu'ont fait les Chinois, ben on va faire la même chose. Donc on est les premiers en Europe à avoir posé la question de la gigafactory à gros volume, 5 gigawatts, de production de panneaux de qualité, sur des technos qui ne sont pas le tropisme un petit peu européen, peut-être français, qui est de toujours penser qu'en laboratoire, on a inventé la solution. On est dans l'industrie. Quand on a une cellule hyper complexe qui a un rendement très élevé, ben comment on la fabrique industriellement? Ça, c'est cette question qu'on ne sait plus. Donc nous, on est parti sur des choix technologiques innovants mais éprouvés, mainstream, surtout pour lesquels la supply chain, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des équipements, ceux qui peuvent nous fournir du matériel, sont nombreux et on peut faire jouer des clauses bénéfiques pour l'industriel en cas de défaut. Donc on est parti sur 5 gigawatts, on est les premiers à avoir aussi posé la question de l'intégration complète, et ce qui permet d'arriver, donc là notre FID ce sera à peu près un petit peu avant, enfin on l'espère 2024 pour une production, pleine production en 2026, ce qui permet de répondre à cette question que pose aujourd'hui l'Europe à travers deux actes, le Critical Raw Material Act pour la question du polysilicium et le NZIA, Net Zero Industry Act, qui est comment, et ça c'est l'objectif de l'Europe, à partir de 2025, 20 gigawatts de modules installés en Europe sur la base de ce qui est installé à peu près 40, 42 l'année dernière. On sera en 2025 sur une centaine de gigawatts et plus au-delà. Comment une part significative, 20 en 2025, 40% en 2030, on installe du module européen intégré, hein, avec la question de la cellule qui est fabriquée en Europe, la question du wafer, de la plaquette. Et donc c'est nous, notre réponse, on va dire, d'acteurs micro-industriels à cette équation importante. Dans mon domaine, je n'ai pas de solution. Si on commence à avoir des solutions, parce que notre techno, vous voyez bien à quoi ressemble un module photovoltaïque, hein, on a une métallisation face avant. La techno qu'on utilise, qui est le TOPCon, donc qui est l'efficacité comparable à l'hétérojonction, mais pour lequel, je l'ai dit, il y a une supply chain, et surtout, il y a des acteurs industriels européens qui maîtrisent le TOPCon, et notamment français, qui est autour de table de Carbone aujourd'hui. Et donc ces cellules TOPCon, au-dessus, on pourra faire de l'IBC,
Et l'IBC, c'est la métallisation face arrière, et donc très esthétique. Donc on pourra en mettre dans les véhicules, ou en tout cas, ça sera, et ça c'est les travaux et les recherches que l'on mène avec des grands groupes automobiles français, pour ne pas les nommer, pour justement réfléchir à ce qui se pratique déjà. On a déjà des Toyota, des Kia, enfin des voitures. Alors on ne va pas amener des centaines de watts, mais 200, 300, 400 watts, ce qui permet de maintenir en charge le véhicule et de faire le quart d'heure supplémentaire qui nous permet d'aller à la recharge la plus efficace. Voilà notre réponse micro. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'entendre là quelque chose qui me rassure, qu'il y a quand même une vision européenne. Récemment, dans les discours politiques, on avait plutôt l'impression qu'on voyait ça, la souveraineté sous un spectre d'une nation. Et moi, je me suis étonné parce que depuis que je suis dans l'énergie, ça va faire 15 ans, on m'a toujours dit que l'Europe était une plaque de cuivre et que c'était très bien. Et que les marchés étaient interconnectés pour réduire les prix justement. Donc, mais en même temps, donc Thierry Lepercq, il nous a parlé donc, on va dire d'une vision plus globale avec l'hydrogène. Hydrogène qui sera très important pour décarboner aussi les industries chez nous. En Allemagne, le constat est que l'Allemagne n'a ni la place ni la ressource climatique pour être compétitif avec l'hydrogène vert, parce que là aussi, bien sûr, le benchmark, c'est le gaz naturel, donc à la fois, bien sûr, carboné, mais aussi en provenance de pays qui sont actuellement un peu compliqués à encadrer. Donc pour vous, au-delà du contexte européen, est-ce que vous pensez que la souveraineté, elle doit avoir une limite continentale ou politique, ou est-ce que ça dépend au cas par cas des technologies ? Avant de parler des solutions, je crois qu'il faut essayer d'identifier le problème quand même. Parce que là, tout le monde arrive avec des solutions, et des solutions qui font quoi, combien, quand, comment, enfin, on ne sait pas trop. C'est quoi le problème ? Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé depuis le début de cette conversation, qui est le terme de changement climatique. On est sur une pente à 5 degrés. On le sait tous. J'ai une maison dans le sud de la France, les 1,5 degrés sont passés. Les 1,5 degrés, la limite, c'est déjà passé en Provence. Over, game over. Et ça s'accélère. Quand je regarde toujours les statistiques, on est entre, là, ces deux derniers mois, à peu près entre 2 et 3 degrés, au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. J'étais en Afrique, au Sénégal, il y a quelques jours. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de ce pays qui vont devenir inhabitables à un horizon relativement rapide. Où est-ce qu'ils vont aller, tous ces gens-là ? On sait où est-ce qu'ils vont aller. Ils vont venir chez nous. Donc, ce sujet-là est un sujet monstrueux. Et je trouve incroyable la capacité qu'on a d'abstraction et de dire tout va très bien, Madame la Marquise, etc. Ce sujet, il a un nom, c'est combustibles fossiles. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire 80%, le mix énergétique inchangé depuis 60 ans. Inchangé depuis 40 COP. Qui n'ont servi à rien. À rien. Il faut remplacer. Alors, parlons de chiffres pour la France. C'est intéressant de montrer les chiffres. 1500 TWh d'importation de combustibles fossiles dans notre beau pays. L'équivalent de 150 tranches nucléaires. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un qui nous dit on va faire 6 tranches nucléaires dans 15 ans, 6 contre 150, le sujet, c'est tout de suite, et on nous dit dans 15 ans. C'est, je vais le dire, une honte. Une honte, une insulte à l'intelligence que de ne pas mettre en rapport le problème et les solutions. Et la solution, c'est quoi ? Elle est simple, c'est remplacer 1500 TWh, on va pas être très factuel, remplacer 1500 TWh d'importation de combustibles fossiles en France, tout de suite, ou le plus rapidement possible. Et la question, c'est comment on fait ? Non mais
Voilà. Donc, je voulais d'abord, avant de commencer à parler des solutions, qu'on mesure le problème. Et qu'aujourd'hui, on se moque du monde. Le débat énergétique français, et européen aussi d'ailleurs, il n'est pas spécifiquement français, et américain aussi d'ailleurs, il n'est pas meilleur ailleurs, faut être lucide, est totalement inepte. Et les COP qui se succèdent, j'y ai participé, moi encore, c'était très sympa à Sharm el-Sheikh, on annoncé des trucs et des machins. Bon. Et puis alors à COP28, là, on va dire, on va essayer de faire le grand écart entre le patron de la compagnie pétrolière émirati qui va nous expliquer qu'on va faire de la décarbonation avec du pétrole. Oups. Comment on remplace 1500 TWh d'importation de combustibles fossiles en France? C'est pas moi qui suis le modérateur, mais je pose la question. Ok, ouais, moi je ne vais pas répondre, mais en même temps, bien sûr, la France n'est pas le seul pays qui est confronté avec cette problématique, en effet. Donc, à peu près tous les sociétés développées et en développement sont confrontées avec la même problématique et prennent ça plus ou moins au sérieux. Mais donc voilà, moi j'ai le privilège de poser les questions ici. Donc, qui veut? Non mais là, on voit tout le talent de Thierry Lepers. Il pose finalement la vraie question. C'est notre système énergétique et notre système économique est effectivement, on le sait, fondé sur le pétrole et les capitalisations bancaires, malheureusement. Voilà. Et comment... Alors, à question brutale, certains jeunes y répondent de manière radicale. On voit les actions... On passe de 1500 TWh à zéro en arrêtant de consommer. Mais malheureusement, alors là, j'espère que vous avez tous vos petites pilules, parce que le truc, là, ça va être... il faut vite tous disparaître. Alors, la question... arrêter de faire des enfants accessoirement. Alors, si je posais une autre question, parce que je ne maîtrise pas tout ça. On avait dit factuel. Voilà, mais est-ce que entre la rupture, donc passer de 1500 à zéro, est-ce qu'il y a une trajectoire où on peut décider quelle est la trajectoire de 1500 à zéro, dans quel temps, pour arriver à maintenir, disons, maintenant, à 2 degrés? Maintenant, mais la décision, c'est 1500 à zéro aujourd'hui. Mais en combien de temps on le fait? Bon, je propose de recadrer un peu. C'était très sympa, surtout après la pause ou pendant la phase digestive, on va dire. Un petit point d'orgue, mais sérieusement, donc là, je vois qu'en Europe, il n'y a pas de place pour ça. Donc, il faut penser outre-mer pour installer. Il faut bien sûr aussi penser consommation, que sobriété, efficacité. Alors, on va parler chiffres aussi. Tu parlais de la Chine. Il y a aujourd'hui... Alors, d'abord, bravo à Carbone de lancer 5 gigawatts, pas uniquement pour faire la guerre à la Chine. Je pense qu'on a autre chose à faire. Faire la guerre à la Chine, à mon avis, pas la principale priorité de l'humanité aujourd'hui. Autre chiffre, nous avons, enfin, tu parlais des chiffres, il y a aujourd'hui en Chine, en solaire, capacité wafer, à la fin de cette année, à peu près 1000 gigawatts par an. 1000 gigawatts. Nous qui construisons, qui mettons 20 ans à construire 3 gigawatts, il y a des gars qui en font 1000 par an. 1000 par an. Et ça croît de 20% par an. Bon, je ne vous raconterai pas ce qu'ils sont en train de faire sur les électrolyseurs. Ça va dépoter. Le message, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait avec 1000 gigawatts par an de solaire? Et là, je vais prendre un autre exemple, c'est l'Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, il y a eu beaucoup de solaire installé en 2008, 0 pendant 10 ans, nada. Et depuis lors, une vingtaine de gigawatts qui ont été installés. Et dans 2 ans, l'Espagne atteindra 40 gigawatts de solaire installé, c'est-à-dire l'équivalent de 100% de son réseau électrique. Qu'est-ce qu'on fait après? Pas grand-chose. Le prix du solaire va tomber à 0, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on le transforme en molécules. Et donc le message, c'est très simple. On transforme ça en une molécule. Et la question, parfois, c'est important de comprendre les ordres de grandeur. Mais avec une dizaine d'années de production de solaire à 1000 gigawatts, mais qui est en train de monter là encore,
plus une ressource en eau, mais bon, ça c'est on dessalinise l'eau assez bien, avec des électrolyseurs, eh bien on peut remplacer 100% des besoins énergétiques fossiles européens. 100%. À un horizon. Alors je dis ça, techniquement c'est en 10 ans. Nous on pense que le chose est jouable en 2040, de tomber à 0 combustible fossile, pour répondre à ta question, en 2040. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut penser très, 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 très gros. J'étais hier avec le ministre mauritanien de l'énergie, je passe beaucoup de temps dans ce pays, qui a signé, excusez du peu, pour 80 gigawatts de projets avec BP, 30 gigawatts, Total, 10 gigawatts, une société australienne, 30 gigawatts, etc. À peu près 80 milliards d'euros de projets pour un pays dont le PIB est de 8 milliards. Vous voyez, c'est assez intéressant. Un pays qui lui, va investir. Si en France, on faisait la même chose, on investirait 20 000 milliards dans l'énergie. Oups. Voilà un pays qui a pris la mesure des choses et qui dit d'ailleurs, je vais être première source d'immigration de pays africains parce qu'on va créer des millions d'emplois pour des gens qui vont venir dans les usines, parce que ce n'est pas que de l'exportation d'hydrogène en Europe. On va faire des usines sidérurgiques. Ouais. Il faut penser à l'échelle, il faut penser système. Il faut penser. L'Europe nous a ouvert une voie il y a 70 ans, mais la réflexion, elle est en fait mondiale. Et cette vision coopérative, si j'ai un message à donner aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le système, ce n'est pas quelqu'un qui va arriver avec une solution magique. C'est une vision de système. Mais il faut avoir une ambition. Il faut avoir une ambition. Et la seule ambition qui puisse exister, c'était d'ailleurs le message qui était donné par Shimon Peres il y a 20 ans, à Davos, à ce qui était à l'époque, à Shai Agassi, qui était à l'époque le vice-président de SAP, et qui lui a dit, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que je peux faire pour aider la planète? Il lui a dit deux choses, End Oil. Shimon Peres, 2006, Davos. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment chacun d'entre nous, là où on sommes, chacune des entreprises, pouvons nous mettre dans cet objectif en disant, écoutez, on met un terme au pétrole. Et figurez-vous, les pétroliers sont finalement pas si loin là-dessus. J'ai passé du temps, moi, à Riyad, il y a quelques mois avec Saudi Aramco, travaillé avec ExxonMobil aussi. Ils ne sont pas idiots, hein, les pétroliers. Ils ont compris qu'il y a une molécule qui va remplacer une autre. Simplement, il faut le faire maintenant. Et pour revenir à la souveraineté, puisque c'est le terme, la souveraineté en France, on s'est posé la question en 1920, il y a 100 ans. On a dit un nouveau truc qui s'appelle le pétrole. Est-ce qu'on a du pétrole en France? Non. Et on a créé 2 entreprises. Compagnie française des pétroles, qui est devenue une entreprise très puissante en Irak, enfin, ce qui était à l'époque la Mésopotamie. Et une autre qui, 20 ans après, s'est développée en Afrique, c'est Elf. Et ces 2 entreprises ont fusionné il y a maintenant 20 ans pour créer le groupe que l'on connaît tous, qui s'appelle Total Énergie. La France, en 1920, a compris que la souveraineté énergétique ne passait pas par faire exploiter du pétrole dans un pays qui n'en avait pas, et consistait en revanche à créer des entreprises qui elles-mêmes étaient conquérantes, qui créaient des chaînes de valeur sur l'ensemble. Et si aujourd'hui la France est un pays qui a effectivement un approvisionnement énergétique sécurisé, je ne vais pas totalement glorifier Total, mais quand même, c'est parce qu'il y a des entreprises comme Total Énergie qui sont des entreprises qui maîtrisent cette chaîne de valeur, et certes qui est importante, on a des raffineries en France, on a du midstream, ça, mais l'upstream il vient d'ailleurs du nous. Et donc cette réflexion qui a été une réflexion française, audacieuse, qui a été celle de Technip et de Coflexip il y a 50 ans lorsqu'ils sont devenus des leaders mondiaux du parapétrolier. Cette idée que la souveraineté égale recroquevillement avec décroissance, c'est terrifiant. C'est terrifiant, et c'est terrifiant à l'échelle française, c'est terrifiant à l'échelle européenne. Et donc aujourd'hui, moi, l'appel que je lance, c'est que cette question, ce débat sur la souveraineté, il doit être mis dans une logique de conquête industrielle et de partenariat, notamment avec l'Afrique. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de prendre les questions à la salle Stefano. Nous parlons là, bien sûr, d'objectifs très impressionnants, et je pense que tout le monde dans la salle est d'accord que c'est une priorité absolue de faire le maximum pour les atteindre.
Mais avons-nous aujourd'hui, par exemple aussi avec la main-d'œuvre, en termes de quantité et de qualité, ce qu'il faut pour sérieusement engager la route vers une neutralité carbone de notre système énergétique pour 2050, 2040, pourquoi pas? Comment voyez-vous ça, qui est donc acteur dans un secteur qui a des grands projets également? Oui, laissez-moi faire une petite réflexion. J'ai commencé à développer de nouveaux systèmes nucléaires à partir des années 90. Et la seule motivation à l'époque, c'était d'être plus compétitif par rapport au pétrole. C'est ce qui était impossible parce que le pétrole était à 12 dollars le baril. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation dans laquelle finalement on se rend compte qu'on interagit beaucoup avec notre planète et on a vraiment le problème de la décarbonisation. Et cela a poussé tout le monde en Europe, surtout les jeunes, à se rendre compte qu'il fallait utiliser tous les moyens de décarbonisation, y compris l'énergie nucléaire, qui a été démonisée pendant une longue période. En réfléchissant au futur, j'aimerais ajouter aussi un autre élément de réflexion pour ne pas faire l'erreur d'il y a 30 ans, de penser à une seule chose. Donc, il ne faudrait pas penser seulement à la décarbonisation, il faudrait penser aussi à une façon durable de faire de l'énergie. Donc, penser à des impacts différents. Quelle est la nécessité de mining? Combien de déchets on produit, combien de déchets on produit par rapport à la production énergétique. Donc, je pense qu'il faut un petit peu cette fois-là apprendre du passé et commencer à analyser tous les problèmes. Et cela, ça a un impact dans l'intégration. Par exemple, un solaire, un pays tout solaire aurait un impact horrible. Parce que peut-être il devrait utiliser beaucoup plus de storage, de stockage, de façon insensée par rapport à la planète, par rapport aux ressources, aux nécessités des tonnes et tonnes de matériel qu'il faut extraire, utiliser, recycler et réutiliser. Donc, voilà, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit avant, il faut utiliser tous les moyens décarbonisés, il faut y pousser à fond. Je ne suis pas aussi optimiste qu'en 2040, on pourra avoir un 100% de remplacement de toute énergie fossile, mais il faut aller à fond. Ça, je suis d'accord avec tous les moyens. Mais il faut réfléchir aussi à l'impact qu'on fait, pas seulement aujourd'hui en réduction de CO2, mais aussi en déchets. Donc ça, c'est très important. C'est une réflexion qu'il faut faire d'une façon un peu systémique, encore une fois. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas vraiment abordé la question de la main-d'œuvre, mais peut-être Pierre-Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose, Stefano, sur ce point? Excusez-moi. Oui, bien sûr. Dans notre domaine, par exemple, on a eu 80 ans d'expérience industrielle qui est pratiquement perdue. Donc, il faut reconstruire toute une industrie, la nôtre, l'industrie nucléaire. En France, on dit qu'il faut créer 10 000 postes par an nouveaux. Donc, il y a vraiment un réel effort à faire dans notre domaine, par exemple, de reconstruction de know-how. Parce qu'on a beaucoup d'expérience, finalement. On a perdu cette expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup de retraités qui travaillent dans notre entreprise et beaucoup de jeunes. Et c'est ce pont qu'on essaie de faire entre le know-how qui est resté un peu ancien et les futurs que sont les jeunes. Et bien sûr, je pense que faire un gros effort dans la formation, c'est très, très important. C'est ce qu'on fait dans tous les pays dans lesquels on opère. Merci beaucoup. Donc, oui, moi je sur la question, parce que le débat est riche, hein, on pourrait passer des heures. Juste apporter quelques précisions. Tu parlais
1000 gigawatts. En fait, en Chine, on est à peu près à 100 gigawatts par an, multiplié par 10. C'est 100 gigawatts. Non, capacités de production sont pas loin de 1000 gigawatts. Peut-être les capacités de production, mais en tout cas, ils installent 100 gigawatts par an. Et mais c'est une échelle qui veut dire quand même qu'en France, même si on est loin, mais on est un vieux pays où l'énergie décentralisée a un peu plus de mal, 3 gigawatts, c'est pas mal, mais la PPE, et je sais, et on me parle à mon oreillette, que la PPE sera peut-être beaucoup plus généreuse, puisque justement, il faut accélérer. On peut saluer quand même, et moi c'est très intéressant d'avoir effectivement ces discours, le discours que tu tiens, beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont saisi l'urgence. Oui, mais la question, c'est toujours le système. Les pétroliers, ce ne sont pas que des gens cyniques, ce sont des gens qui travaillent. Et on le sait aussi, une taxe carbone, elle a quand même mis à feu et à sang un pays. Donc c'est quelle est la promesse, mais aussi quelle est la vision, et qu'est-ce qu'on apporte aussi aux populations. Et effectivement, je suis d'accord, il manque peut-être une vision. Et ça, c'est en Europe. Effectivement, on a créé l'Europe sur ces cas, charbon, acier. Donc c'est comment on lie le destin de deux pays qui font la guerre ensemble, sur l'un son charbon, l'autre son acier, pour créer ensemble un début, un embryon de coopération économique qui va donner la CE, qui ensuite va donner l'UE. Bon voilà, on a peut-être perdu un peu ce sens puisqu'on l'a laissé sur le marché, et finalement la libre circulation des marchandises est peut-être plus importante que la libre circulation des idées et des gens. Enfin, et là-dessus, faut donner de l'espoir. On ne peut pas dire que tout est impossible, qu'on va cramer. Donc effectivement, on sait, le défi il est immense, mais le défi, il faut aussi embarquer Total. On ne peut pas dire à Total que, voilà, moi mon père travaillait dans le pétrole, donc je n'insulterai pas sa mémoire, et mon grand-père a fait Framatome, donc là non plus, je ne l'insulterai pas, et je ne dirai rien sur le nucléaire. Mais il faut, comment on emmène tout le monde, et est-ce que c'est pas le moment de l'Europe? Parce que moi je retiens d'une chose, j'ai travaillé effectivement en Mauritanie il y a 25 ans, on faisait du pompage solaire, et j'étais jeune et idéaliste. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le solaire en France? On faisait des sites isolés. Donc on était fort. Et c'est pour ça que la France était leader dans cette technologie, plus que l'Allemagne, parce qu'on avait les dom-toms. On avait cette profondeur en Afrique. Et il y avait beaucoup de jeunes idéalistes, ingénieurs, qui travaillaient dans des associations pour aller solariser des sites. Et donc j'en ai fait partie dans les années 90. On est allé dans les pays du Sud, c'est en Mauritanie. Et en fait, je me souviendrai toujours, c'est qu'à un moment donné, les gens là-bas, qui de grande valeur, nous disaient mais c'est vachement bien le solaire. Moi, je vantais les mérites, etc. Ils me disaient mais c'est vachement bien, mais franchement, Pierre, c'est quand même des technologies pour les pauvres, puisqu'il n'y a pas ça chez vous. Et effectivement, je pense que soyons exemplaires, même si on n'est pas à l'échelle, même si l'Europe c'est rien par rapport à la Chine. La Chine fait d'immenses efforts. L'idée de carbone n'est pas de combattre et de mener la guerre à la Chine, c'est juste de reconnaître qu'une dépendance trop forte à un pays. Et ce que l'Europe est en train de reconnaître dans le NZIA, puisqu'on va avoir la possibilité de déroger au régime très strict des aides d'État, dès lors qu'on reconnaît sur un élément stratégique, et le solaire fait partie, comme l'hydrogène et les batteries, d'un élément stratégique, l'approvisionnement dépend à plus de 65% d'un seul pays. Donc l'État est libre, et donc l'Europe est en train d'inventer peut-être un oxymore, la souveraineté européenne, où on laisse à la fois les nations ensemble. Et là-dessus, je pense qu'il faut garder espoir. Et donc là, je terminerai. Il faut donner du job, quoi. Et c'est aussi ça la question de l'indépendance et de la réindustrialisation. C'est que nous, ça va être sur notre première gigafactory, c'est 3500 emplois directs, des cols bleus, des techniciens, enfin des ouvriers, des techniciens, beaucoup. Et je pense que c'est aussi ça. Il faut qu'on réussisse dans cette transition qui n'est pas qu'une question technique. C'est ramener quand même du bonheur en Europe, hein. Renouer sur un contrat social où on se rend compte qu'on ne peut pas constamment désespérer Billancourt, parce qu'à un moment donné, franchement, si les climato-sceptiques, hein, quand on regarde le profil, on sait où ils se trouvent, c'est des gens qu'on désespère parce qu'il n'y a plus d'espoir, et ils préféreront cramer du pétrole parce qu'ils ne croiront pas à ce que tu viens de dire. Hein, les denials, Trump, voir, c'est une réalité. Donc il faut que cette transition embarque ceux qui sont en périphérie, qui ont besoin de jobs, qui ont besoin de boulot, et il faut des industries qui les accueillent et qui soient une promesse, réconcilier la fin du monde et la fin du mois. D'accord, merci beaucoup. Donc Thierry Lepercq, dont la préparation avait dit qu'on allait terminer sur une note pragmatique mais positive, pour faire écho à ce que nous venons entendre, vous pensez qu'il faut se mettre sur la route, il faut, si on est conscient du problème, il faut commencer quelque part pour le résoudre aussi. C'est en marche, hein. Ça a déjà été dit. Mais
il y a 3 ans, j'étais avec l'industrie espagnole, nous étions dans ce auditorium Rafael del Pino où on a présenté avec le patron d'Enagas, le patron de l'opérateur de gaz espagnol et tout l'establishment madrilène, une vision sur l'hydrogène. Et là, les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Il y a 6 mois, dans le même auditorium, la même entreprise a présenté un plan, 4000 km de pipeline à horizon 2030, 4,2 milliards d'investissements, pour faire de l'Espagne la superpuissance hydrogène européenne. Alors comme la France ne voulait pas en entendre parler, on avait un président qui se moquait. Entre le chancelier allemand et le Premier ministre espagnol, ils ont eu des arguments suffisamment importants. Lui, ils ont tordu le bras 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la France, comme vous le savez, a donné son accord pour la construction d'un pipeline qui va connecter l'Espagne à la France en 2030. GRT Gaz, on a discuté ce matin dans cette même salle. Ça va arriver, ça va arriver. L'hydrogène arrive. Il y a 50 ans, on parlait du gaz arrive, l'hydrogène arrive. Où est-ce qu'on va avoir ces quantités gigantesques d'hydrogène? Oui, en Espagne, mais essentiellement aussi en Afrique du Nord. Alors pas que dans un pays, on va effectivement éviter de répéter l'idiotie d'avoir 30 ou 40% des approvisionnements qui viennent d'un seul pays. Mais ça va arriver. Ça va arriver pour une raison simple, c'est que les clients le veulent. Les industriels, aujourd'hui, si on leur fournit de l'hydrogène compétitif, je ne vais pas mentionner ce terme, qui est en fait le terme clé, à 2,5 € du kilo, on va être précis, à peu près 60 € du mégawattheure. Et on est à ce prix-là, on fait basculer toute l'industrie. L'acier, le verre, le ciment, mais aussi la production d'électricité, la chaleur, la mobilité. C'est un prix inférieur au celui du diesel. Et aujourd'hui, on a une entreprise, pas plus tard qu'avant-hier avec Symbio et Stellantis. Le programme de déploiement de véhicules hydrogène chez Stellantis est proprement stupéfiant. Donc l'industrie européenne, elle ne reste pas les bras croisés. Non, elle avance et ce truc-là va se faire. Donc c'est même pas il faudrait que, etc. Ça va se faire, c'est un mouvement gigantesque qui est un mouvement très positif parce que ça crée des solidarités. Et je peux vous dire que, là encore, l'Afrique attend ça. On a fait, avec la Banque européenne d'investissement, on a annoncé ça à Sharm el-Sheikh, avec la Banque européenne d'investissement, l'Alliance solaire internationale, 120 pays basés à Delhi, une étude qui montre 50 millions de tonnes d'hydrogène produits en Afrique en 2035, pardon, pas en 2050, on sera tous morts, enfin surtout les plus vieux, il y a quand même quelques jeunes. Et donc on a cette opportunité extraordinaire parce que ça se fait. Le mouvement, c'est un mouvement historique, c'est des plaques tectoniques, elles sont en route, et il suffit juste d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train d'arriver ici même en France. Et un exemple, je terminerai là-dessus, le MEDEF, grand visionnaire dans l'éternel, le MEDEF a créé une task force hydrogène avec la plupart des grandes entreprises françaises et fait un travail extraordinaire, mobilise aujourd'hui, fait des voyages partout, y compris au Maroc, en Mauritanie. Donc l'industrie française est en mouvement. Total, avec lequel on travaille, va faire des annonces très impressionnantes prochainement. Vinci, avec lequel on travaille, fait des... Donc ne soyons pas franco-pessimistes. Carbone, je pense, est une aussi illustration qu'on peut faire des projets à grande échelle. Il faut y aller, le mouvement est là, et chacun dans les industries qui sont les nôtres, doivent ouvrir les yeux et se dire mais comment dans ce mouvement-là, comment est-ce qu'on peut y participer? Il y a des innovations à lancer, il y a des déploiements territoriaux à faire, il y a énormément de choses qui vont se faire. Donc à titre personnel, je suis en fait extrêmement optimiste. Bon, bah, ça c'est super. Nous du coup aussi. J'avais promis qu'on allait faire une séance de questions et réponses, mais je ne sais pas si on peut garder la salle, parce qu'en effet, comme Pierre-Emmanuel l'a dit, on pourrait faire en fait toute la journée là, et je serais ravi, mais je ne sais pas si on peut faire 2 questions. Je vois malheureusement pas la régie. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour notre panel? Je vois une, peut-être une deuxième. On va la prendre, et des réponses courtes, s'il vous plaît.
J'ai une question. J'ai été très intéressé par ce débat et les questions me semblent très bien posées. Et, il me semble par contre qu'il y a une composante qui n'a pas été abordée, c'est l'acceptation sociétale. Les solutions, elles sont présentes techniquement. Aujourd'hui, le gouvernement est a mis en place des cellules de réflexion et puis des interrogations auprès des préfets qui doivent recenser les sites où on peut installer des éoliennes, où on peut installer des centrales solaires. Et ça fonctionne. Ces sites sont en train d'être répertoriés. J'ai une grande inquiétude quand les cartes vont commencer de sortir, parce que je suis persuadé que des levées de boucliers vont apparaître dans la population. Merci beaucoup. Une deuxième question qu'on pourrait prendre avec. Là, tout au fond. Vous arrivez juste trop tard. Donc, Olivier Ticoz, société Alcatorda Applications. On est un bureau d'ingénierie dans l'hydrogène. En fait, on fait de l'intégration des systèmes hydrogène pour les navires. On a notre actif aujourd'hui, 4 bateaux construits et une partie homologuée. Ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec monsieur, en fait, sur 20 ans d'existence, on s'est heurté au refus de changement en face de nous, des décideurs, des politiques. Ça ne marchera jamais, une sorte de pessimisme. Et je vois bien, vous voyez, quand vous faites vos sociétés, vous allez en Grande-Bretagne, vous allez en Espagne. Et aujourd'hui, sur nos projets, nous, on a entre 18 mois et 3 ans de travail acharné pour pouvoir faire financer, ne serait-ce que les études, pas encore les constructions. Enfin, j'espère que ça va venir bientôt. Et quand on va en Belgique, en 6 mois, la décision est prise, quoi. Voilà. Et donc, on va faire un premier bateau hydrogène d'1 mégawatt en Belgique, parce que ça va beaucoup plus vite qu'en France, quoi. Voilà. Et je pense qu'en France, on a un énorme réticence sociétale due aussi à un manque de formation et une trouille viscérale de faire des erreurs et de se tromper. Mais ça, c'est le système éducatif français. Merci beaucoup de votre témoignage. Donc, peut-être très rapidement, là, comme chez Twitter en 144. En un mot, on ne va pas construire de solaire et d'éolien en France. Voilà. On le sait, il n'y a pas de permis. On a déjà discuté avec... on en discutait. Donc la France n'est pas prête pour le changement. Non, c'est pas ça. C'est qu'on va importer notre énergie. Mais c'est OK. Les Allemands, d'ailleurs, se sont fait une raison aussi, même s'il y a d'ailleurs beaucoup de solaire et d'éolien. Et l'impact, je vous invite à venir en Mauritanie, l'impact de 80 gigawatts en Mauritanie sera tout à fait acceptable pour les Mauritaniens, en l'occurrence, puisque dans les espaces dont on parle, eh bien, la population est pratiquement nulle. Donc, et on parle aussi de choses qui ne vont pas utiliser des matériaux rares, etc. Parce que, Dieu merci, le silicium, c'est 38% de l'écorce terrestre. Donc, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, l'impact environnemental, je dirais même c'est l'inverse. Nous, ce sur quoi on travaille, parce que c'est un autre sujet très important, c'est l'eau. Aujourd'hui, l'eau est un sujet majeur. On a besoin d'eau. Et ce qu'on est en train de faire partout, y compris d'abord en Espagne et puis maintenant ensuite en Mauritanie, c'est d'être ce qu'on appelle dans le jargon water positive, produire plus d'eau par désalinisation qu'on en consomme. Et ce qu'on promet aujourd'hui en Mauritanie, c'est de transformer, ça peut paraître un peu romantique, mais de transformer ce désert en zone fertile, y compris avec des cultures, grâce à l'eau qui pourra être financée, parce que l'eau, c'est 2% à peu près de nos coûts dans la production d'hydrogène, donc on peut subventionner ça à 3 ou 4 fois plus. Donc l'impact sociétal, oui, mais là encore, pensons pas uniquement notre belle France. La France, c'est juste 1% de la population mondiale. Pensons le reste du monde. Merci beaucoup. Stefano, une rapide réaction? Oui, je souris beaucoup parce que c'est ce qui s'arrive. Nous, on est une petite multinationale, nous sommes 3 pays. Et donc, je vois les mêmes réactions en Italie. Il y a le ministère de la Culture et de l'Ambiente qui est totalement contraire au solaire et aux éoliennes, au point que même dans un pays dénucléarisé, ils pensent soutenir l'énergie nucléaire. Donc, il y a toujours un malaise de la population, je trouve, vis-à-vis de n'importe quel système de production d'énergie. C'est un problème pour tout le monde. C'est un problème qu'il faut
essayer de résoudre avec beaucoup d'éducation. Il faut être très patient, mais voilà, on est là aussi pour ça, pour faire un peu d'éducation. D'accord, donc la prochaine fois, on va proposer une table ronde sur l'acceptabilité. On n'a malheureusement pas le temps, mais Pierre-Emmanuel, oui, on peut répondre, vous avez raison, mais je crois que ce que fait l'État est important. En France, on a trop laissé prospérer les oppositions parce que les renouvelables n'étaient pas importantes. Voilà, il faut le dire. Et la France a accepté une politique européenne énergie renouvelable parce que ce n'était pas un sujet. Voilà. Aujourd'hui, c'est un sujet. Et on s'est aperçu qu'à laisser prospérer des oppositions parfois fondées, mais le plus souvent manipulées, on a créé un système de blocage. Bon, il y a des solutions. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Thierry Lepers. Il y aura beaucoup de production éolienne et solaire en France. Simplement, le solaire et l'éolien ne s'installe pas comme la Datar a pu faire pour les autoroutes ou l'énergie. C'est une autre manière de faire de l'énergie aussi. Et je veux dire, les pays d'Europe du Nord nous l'ont montré. On a mis en place en France et on a poussé pour ça par un certain nombre d'outils très performants. Voilà, moi j'ai fait un parc éolien sur le plateau Ardéchois. Je ne sais pas si vous connaissez le plateau Ardéchois. C'est un espace d'une beauté à couper le souffle. Voilà, au milieu d'un parc éolien de 140 machines d'EDF. Bon, nous, notre parc, il a été accepté sans aucune difficulté. Je crois qu'EDF a dû le réduire par à peu près 4 ou 5, et ils ont mis 15 ans, là où nous, on a mis 3 à 5 ans. En fait, c'est les énergies renouvelables, et je m'arrêterai là, ce n'est pas simplement une forme d'énergie qui se fonde sur du flux et non pas du stock, c'est une énergie décentralisée. Donc la question qui est posée en France, c'est comment on organise les systèmes de production. Est-ce qu'on délègue complètement et définitivement à l'État et des grandes entreprises le soin de tout faire, ou est-ce qu'à un moment donné, on laisse et on remet l'équation territoriale, la question territoriale dans l'équation énergétique. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1946, quand même, toutes les régies étaient territorialisées, principalement communalisées, et qu'à un moment donné, on a reconstruit le pays sur un mode. Et je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre l'épuisement de la Ve République et ses institutions et de la façon dont on organise aujourd'hui cette collecte d'énergie profondément territoriale. Voilà. Mais c'est juste une réflexion pour un nouveau débat. Merci beaucoup à nos 3 panélistes aussi pour ces mots de fin. Ça me fait penser... Lampedusa nous a appris que si nous voulons que tout reste comme on le connaît aujourd'hui, il faut tout changer. Donc je pense qu'il y a peut-être là plusieurs dimensions à cette question sur lesquelles nous pouvons réfléchir aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous, merci d'être venus, merci pour vos questions. Je vous souhaite encore une excellente journée et à bientôt.